constitué de carbone et d'hydrogène. Et ici, on avait vu les différentes règles qui nous permettent de nommer la molécule. Il s'agit d'abord de chercher la chaîne principale. C'est ce qui constitue la base du nom de la molécule. Après, il faut chercher tous les radicaux qui sont liés à cette chaîne principale et les nommer. Ensuite, il faut numéroter la chaîne principale de façon à donner le plus bas indice au premier substituant rencontré. Et le nom sera donc constitué du nom de la chaîne principale, précédé par les noms des radicaux, classés par ordre alphabétique et précédé par leur numéro de position ou l'indice de position. Alors aujourd'hui, on va voir les composés qui contiennent des groupements fonctionnels. Un groupement fonctionnel dans une molécule, donc comme vous le savez, c'est une partie de la molécule qui contient des hétéroatomes, par exemple OH qui est la fonction alcool ou CO2H qui est la fonction acide. Elle contient l'oxygène qui est un hétéroatome. Un hétéroatome, c'est un atome différent du carbone ou de l'hydrogène. Donc, pour ces molécules, le nom d'une molécule organique, donc la présence de groupements fonctionnels, sera indiqué par un préfixe ou un suffixe qui va correspondre à la fonction considérée. Donc, une fonction sera indiquée par un préfixe ou un suffixe selon que la fonction est prioritaire ou non au niveau de la molécule considérée. Alors, vous avez dans ce tableau, vous l'avez dans le guide de nomenclature que je vous ai déposé dans la plateforme Teams, dans la rubrique fichier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà récupéré. En tout cas, ce guide de nomenclature, vous l'utiliserez dans les exercices qu'on aura en travaux dirigés. Donc ici, vous avez un tableau qui contient les fonctions ou les groupements fonctionnels. J'ai un petit problème avec le stylo. Donc, vous avez ici les fonctions. Oui, vous allumez le micro si vous avez quelque chose à m'indiquer. Donc, sinon, veuillez arrêter les micros, s'il vous plaît. Ça crée de la résonance. Donc, nous avons les fonctions ici définies par la formule. La fonction acide, c'est la fonction CO2H. Aldéhyde, c'est la fonction CHO. Donc, l'aldéhyde, c'est COH. La fonction alcool, OH. Chaque fonction peut être nommée soit par un préfixe, ici, la fonction acide, carboxy, la fonction aldéhyde, formyle, la fonction alcool, hydroxy, ou nommée par un suffixe. Le suffixe, ça veut dire à la fin du nom. Préfixe en avant, suffixe à la fin.
L'acide en suffixe sera nommé acide, la terminaison oïque. La fonction aldéhyde, elle sera nommée par la terminaison al. La fonction alcool sera nommée par la terminaison ol. Alors, dans le nom de la molécule, une fonction, quand on a plusieurs fonctions, une fonction sera nommée en suffixe, une seule. C'est la fonction prioritaire. Toutes les autres fonctions seront nommées en préfixe. La fonction prioritaire, son choix est défini dans ce tableau. En allant vers le haut, les fonctions sont prioritaires. La fonction acide est prioritaire par rapport à la fonction ester, qui est prioritaire par rapport à la fonction halogénure d'acide, qui est prioritaire par rapport à cétone, par rapport à thiocétone, et ainsi de suite. C'est-à-dire, si dans une molécule, j'ai la fonction acide, et j'ai la fonction alcool, dans une molécule, vous avez la fonction acide, CO2H, et vous avez la fonction alcool, OH. La fonction acide, elle est en haut du tableau, elle est prioritaire, elle sera nommée par acide oïque en suffixe. Par contre, la fonction alcool, qui n'est pas prioritaire, ici la fonction alcool, qui n'est pas prioritaire, la fonction alcool, elle sera nommée cette fois en préfixe par le terme hydroxy. Donc, dans une molécule contenant des fonctions, la fonction prioritaire sera nommée en suffixe, les autres fonctions seront nommées en préfixe, et la fonction prioritaire, du point de vue numérotation, va prendre le plus bas indice possible. Monsieur? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Allez-y. Monsieur, quand on dit par exemple une fonction prioritaire, est-ce que cela est valable au niveau de la réactivité? C'est-à-dire que la fonction prioritaire, c'est elle qui va être dominante au niveau de la réaction? Si par exemple on a un acide et un alcool de fonction dans une seule molécule, c'est-à-dire OH et COH, est-ce que cette molécule-là, elle va jouer au niveau de la réaction un rôle d'acide? Parce que l'acide est dominant. Alors, le classement, c'est ce que nous avons ici dans le tableau. Dans ce tableau, vous avez le classement des fonctions. En allant vers le haut, la priorité augmente des fonctions. Alors, cette priorité, elle n'est pas définie par la réactivité des fonctions, mais par un degré d'oxydation selon les différentes fonctions. C'est ce qui permet d'avoir ce classement. Donc, ce n'est pas tout à fait la réactivité. Ce qu'on retiendra, donc pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le classement, les fonctions prioritaires les unes par rapport aux autres, et savoir quand est-ce qu'on va utiliser un suffixe et quand est-ce qu'on va utiliser un préfixe. Oui, d'accord, monsieur. Merci. Donc, on continue. Donc, pour constituer le nom d'une molécule organique contenant des fonctions, d'une façon générale, on va suivre les étapes suivantes. Il faut d'abord chercher la fonction prioritaire. Sur toutes les fonctions que contient la molécule, on en choisit une. Elle sera nommée en suffixe. En suffixe.
Ensuite, toutes les autres fonctions seront nommées en préfixe. On choisit par la suite la chaîne principale. Donc la chaîne, c'est comme le choix qu'on faisait au niveau des hydrocarbures. C'est une succession d'atomes de carbone. Mais cette fois, la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue qui contient la fonction prioritaire avec le plus d'insaturation, le plus de carbone, le plus de substitution et ainsi de suite. Mais surtout, cette chaîne contient la fonction prioritaire. Et enfin, il faut numéroter la chaîne principale de façon à donner à la fonction prioritaire le plus bas indice. Donc ça, c'est ce qui nous permet de nommer la molécule contenant des fonctions. Chercher la fonction prioritaire, nommer toutes les autres fonctions, chercher la chaîne principale qui contient la fonction prioritaire et numéroter la chaîne principale de façon à donner le plus bas indice à la fonction prioritaire. Avec tout ça, on peut constituer ou construire le nom de la molécule. Il sera composé de tous les préfixes et qui sont classés par ordre alphabétique. Il n'y a plus de priorité. Tous les préfixes sont classés par ordre alphabétique. Ils vont être précédés par leurs indices. On a toujours le même principe. Les chiffres seront séparés par des virgules. Et entre les chiffres et les lettres, on doit mettre des tirets. Donc, virgule entre les chiffres et un tiret entre les chiffres et les lettres. Donc, enfin, suivi par le nom de la chaîne principale. La chaîne principale, c'est-à-dire le nombre d'atomes de carbone, et le suffixe qui correspond à la fonction prioritaire, celle que nous avons choisie, et éventuellement s'il y a des insaturations. Insaturation, c'est-à-dire la présence de double liaison ou triple liaison. La double liaison, c'est N. La triple liaison est représentée par la terminaison IN. Donc ça, c'est la méthode qui va nous permettre de nommer une molécule organique d'une façon générale. Les exemples, donc on va les voir en travaux dirigés. Donc ça nous permettra d'affiner la méthode de nommer les molécules organiques. Alors vous trouverez éventuellement ce qu'on appelle l'alphabet grec du point de vue numérotation. On les utilise le plus souvent dans les molécules biologiques. L'alphabet grec, alpha, bêta, delta, ainsi de suite. Alors généralement, elle est utilisée pour donner la position d'une fonction par rapport à une autre. L'exemple que nous avons ici, c'est les alpha-amino-acides. Dans cette molécule, nous avons la fonction acide et nous avons la fonction amine. Vos micros, s'il vous plaît. Si vous pouvez bien éteindre les micros, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, nous avons la fonction acide et nous avons la fonction amine. Donc les deux sont placés à la position alpha l'un par rapport à l'autre. Si la fonction amine était sur le carbone suivant, ici on aurait un bêta au lieu de alpha. Donc là, je vous donne ça juste à titre indicatif. Si vous trouvez des indices sous forme de
alphabet grec. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de molécules biologiques et ça permet de montrer la position des fonctions les unes par rapport aux autres. Alors, l'interprétation du nom d'une molécule, c'est l'inverse de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, on partait d'une molécule pour laquelle on donnait un nom, mais puisque les règles de nomenclature donc, le permettent de donner à chaque molécule un seul nom, eh bien, si vous avez le nom de la molécule, on peut retrouver la structure. Donc ici, il s'agit de refaire la démarche inverse pour trouver le nom de la molécule. Donc ça, on va le faire à partir du nom de la molécule. Dans le nom de la molécule, nous avons le nom de la chaîne carbonée, le nombre d'atomes de carbone. Donc on peut tracer ou dessiner le nombre d'atomes de carbone qui correspond à la chaîne principale. Numéroter la chaîne principale une fois qu'on aura placé la fonction prioritaire. La fonction prioritaire, c'est elle qui détermine la numérotation. Ensuite, placer les insaturations, c'est-à-dire les doubles liaisons et les triples liaisons, et tous les substituants qui sont liés à la chaîne principale. Et enfin, on complète notre molécule par les hydrogènes, donc de façon à combler les valences de chacun des atomes. Voilà, donc avec ça, on aura vu l'ensemble des règles qui nous intéressent pour nommer des molécules organiques, des molécules simples. Et on peut résumer la nomenclature de la façon suivante. Donc, le nom d'une molécule est composé de 4 parties. Donc, toujours dans le nom de la molécule, on aura une chaîne principale, c'est le nombre d'atomes de carbone. On aura la fonction prioritaire. On aura une partie qui indique la présence ou non des doubles et des triples liaisons. Et on aura les préfixes, tout ce qui est lié à la chaîne principale. Pardon, Oui. monsieur. Oui. Je n'ai pas compris l'alphabet grec. Comment on peut utiliser l'alphabet grec? Comment on peut utiliser l'alphabet grec? Ah, l'alphabet grec. Alors, je vous le donne juste à titre indicatif. Donc, ça va servir surtout pour les étudiants qui vont poursuivre des études en biologie. C'est une numérotation qui est plus utilisée pour les molécules biologiques. Et elle sert à indiquer les positions de 2 fonctions, l'une par rapport à l'autre, dans une chaîne carbonée. Alors, dans la chaîne carbonée, dans la nomenclature systématique, ce qu'on est en train de voir, on a une numérotation de la chaîne en plaçant les différents substituants par rapport à cette numérotation. Mais en même temps, on peut avoir 2 fonctions spécifiques et on veut connaître du point de vue activité de la molécule le nombre d'atomes de carbone qui séparent ces 2 fonctions. Alors pour cela, puisqu'on a déjà la numérotation par les chiffres dans le nom de la molécule, la deuxième numérotation, on va la faire avec l'alphabet grec. Alors alpha, ça va correspondre à 1. Ça veut dire que les 2 fonctions qui nous intéressent, la fonction amine et la fonction acide, par exemple, ce que nous avons vu dans l'exemple, il y a un carbone entre les 2. S'il y a 2 carbones, on passe à bêta.
et ainsi de suite. Donc là, si vous trouvez dans une molécule ce type d'indice, alphabet grec, ça va tout simplement indiquer la position de deux fonctions sur la chaîne carbonée. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail, c'est pas ça qui est le plus important pour votre programme cette année. Donc, l'essentiel, c'est que vous sachiez nommer la molécule en fonction de sa constitution, de sa composition et de sa structure. Alors, le nom de la molécule, donc, comme on vient de voir, il est constitué de 4 parties. Le suffixe de fonction, donc il s'agit de la fonction prioritaire. Dans la molécule, il y a une seule fonction prioritaire et elle sera nommée en suffixe. La chaîne principale, c'est la chaîne la plus complexe, c'est-à-dire qui contient le plus d'atomes de carbone, le plus de liaisons multiples, le plus de substituants, mais qui contient aussi la fonction prioritaire. Le suffixe d'insaturation, c'est la double et la triple liaison, ou éventuellement si la molécule est saturée. Donc, si la molécule est saturée, on utilise la terminaison -ane. Pour la double liaison, on va utiliser la terminaison -ene. Donc, pour une molécule saturée, la terminaison -ane. La double liaison, la terminaison -ene. Et la triple liaison, la terminaison -ine. Enfin, les préfixes, c'est tout ce qui est lié à la chaîne principale, ce sont les substituants. Ils doivent être classés par ordre alphabétique. Il n'y a plus de priorité. C'est tout simplement l'ordre alphabétique qui nous permet de classer les substituants. Et ils sont précédés par leur indice de position. Les indices de position sont des chiffres. Donc, si on a des chiffres l'un à côté de l'autre, on va les séparer par des virgules. Et par contre, les chiffres et les lettres, on va les séparer par des tirets. Alors, si on prend cet exemple, c'est donc une molécule organique. Alors, qui contient ici la fonction CO2H. Nous avons la fonction OH. Ici, c'est la fonction acide. Ici, c'est la fonction alcool. Le CO, le carbonyle au milieu de chaîne, ça nous donne la fonction cétone. Dans la molécule, nous avons une double liaison entre ces deux atomes de carbone. Et nous avons une chaîne constituée de 1, 2, 3, 4 et 5 atomes de carbone. Donc voilà l'essentiel de ce que nous avons dans cette molécule et c'est ce qui va nous permettre de nommer la molécule. Donc la première des choses, sur les fonctions, choisir la fonction prioritaire. Alors pour la fonction prioritaire, je vais revenir au tableau qu'on a vu tout à l'heure.
Alors ici, nous avons la fonction acide, nous avons la fonction cétone, c'est le CO, C double liaison O, et nous avons la fonction alcool. Du point de vue priorité, c'est la fonction acide qui est en haut, c'est la fonction prioritaire. Elle sera nommée en suffixe par la terminaison par acide et la terminaison oïque. Par contre, la fonction cétone, elle sera nommée en préfixe par oxo. Et la fonction alcool, qui n'est pas prioritaire, elle sera nommée en préfixe par hydroxy. Nous avons 5 atomes de carbone. Je reviens à la molécule. Donc ici, la fonction acide sera nommée par la terminaison oïque, précédée par le terme acide. La fonction cétone, c'est oxo. La fonction alcool, c'est hydroxy. Et la double liaison, c'est la terminaison N. Donc ici, pour le nom de la molécule, ça sera acide et la terminaison oïque qui correspond à la fonction acide, qui est la fonction prioritaire. Nous avons 5 atomes de carbone. 5 atomes de carbone, c'est le pente. Sur cette chaîne principale, nous avons la fonction oxo et la fonction hydroxy, classées par ordre alphabétique, hydroxy H, oxo O, H avant O, donc hydroxy suivi de oxo. Nous avons une double liaison. Pour la double liaison, c'est la terminaison N. Et la numérotation se fait de façon à donner le plus bas indice à la fonction prioritaire. La fonction prioritaire, c'est la fonction acide. Donc, son carbone va prendre l'indice 1. Donc, ici, j'ai l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4 et l'indice 5. La fonction acide sur le carbone numéro 2. La fonction cétone, donc oxo sur le carbone numéro 3. Oxo sur le carbone numéro 3. La fonction hydroxy OH, elle se trouve sur le carbone numéro 4. Donc 4 hydroxy. Vous voyez bien qu'il y a un tiret qui sépare les chiffres et les lettres. La double liaison se trouve entre le carbone 4 et le carbone numéro 5. On donne le premier indice. La double liaison se trouve sur le carbone numéro 4. Et donc là, vous avez le nom correspondant à cette molécule. Donc rappelez-vous l'indice 1 pour la fonction acide, il peut être facultatif. Donc ici, on ne l'a pas indiqué, mais on peut aussi écrire N1 oïque.
ou énoïque. L'indice 1, quand il est en bout de chaîne, quand il est en suffixe, il est facultatif. Donc ici, on a constitué le nom pour cette molécule. Des questions? J'ai une question, monsieur. Oui. Est-ce que si on n'avait pas la double liaison entre les deux premiers carbones, la chaîne principale allait être le même ou bien ça allait changer? Alors, si on n'avait pas la double liaison, rien ne change sauf la partie qui correspond aux saturations, aux insaturations. C'est cette partie. N. N indique la double liaison. S'il n'y avait pas de double liaison, ça sera pentanoïque. Donc ici, la terminaison an ou la terminaison n ou la terminaison in indique la présence de saturation ou insaturation au niveau de la molécule. Si la molécule est saturée, c'est la terminaison an. Si on a une double liaison, c'est la terminaison n. Avec une triple liaison, c'est la terminaison in. C'est clair? Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Allez-y. Par exemple, si on n'avait pas le suffixe de fonction était l'acide, et si par exemple, par ordre Priorité, oui. oui, on avait par exemple le cétone, comment on va calculer le classement? Bon, si par exemple, donc au lieu de celle-là, si on a CH2, CH, OH, CO, CH2, CH3, par exemple. Oui. Alors ici, vous avez la fonction cétone qui devient la fonction prioritaire. Elle ne sera plus nommée par oxo, mais elle sera nommée en suffixe, mais par la terminaison on. Et la fonction alcool sera toujours nommée par hydroxy. La numérotation, cette fois, si on commence par ce carbone, ça va nous donner l'indice 1 pour la double liaison et l'indice 3 pour la fonction prioritaire. Si vous numérotez de l'autre côté, vous aurez toujours ici l'indice 1, 2, 3. On a l'indice 3 et l'indice 3, le même pour la fonction prioritaire. Par contre, par la numérotation ici en vert, on donne l'indice 1 à la double liaison et l'indice 2 à la fonction alcool. Donc, on ne prend pas cette numérotation, on garde la numérotation en vert. Donc, le nom qu'on va avoir pour cette molécule, il sera composé comme suffixe de fonction, c'est la terminaison on. Nous avons la double liaison, c'est la terminaison N. Nous avons 5 atomes de carbone, c'est le pent.
Et nous avons la fonction alcool, c'est hydroxy. Les positions des différentes parties de la molécule, la fonction cétone se trouve sur le carbone numéro 3. Donc ici, la fonction cétone sur le carbone numéro 3. La fonction hydroxy OH sur le carbone numéro 2. Et la double liaison, elle se trouve entre le carbone 1 et 2. Donc la double liaison se trouve sur le carbone numéro 1. Et donc là, on voit qu'en passant d'une molécule à l'autre, la priorité change. Dans la première molécule, on a la fonction ici cétone qui n'est pas prioritaire. On l'a nommée par oxo. Et dans la deuxième molécule, ici, la fonction cétone est prioritaire. On la nomme par la terminaison on. Donc tout ça, vous l'avez expliqué dans le guide de nomenclature et surtout le tableau des classements des substituants vous permettra éventuellement d'avoir des noms pour les molécules qui nous intéressent et des exemples vous seront donnés en travaux dirigés. Donc ça vous permettra de vous exercer sur l'utilisation des règles de la nomenclature. Voilà, donc avec Merci. ça, on termine ce chapitre. Monsieur, Oui, j'ai une question. oui. Si la fonction prioritaire se trouve dans une chaîne carbonataire moins longue, est-ce qu'on va la prendre comme la chaîne principale? Si vous pouvez répéter, j'ai pas bien entendu votre question. Okay. Je demandais si la fonction prioritaire se trouve dans une chaîne carbonataire moins longue par Oui. rapport à autre chaîne. Est-ce qu'on va prendre celle de fonction prioritaire? C'est la fonction prioritaire. Oui. La fonction prioritaire, c'est elle qui indique la chaîne principale. Donc, la chaîne principale va être celle qui contient la fonction prioritaire. On va chercher sur toutes les chaînes qui sont liées à la fonction prioritaire, celle qui a le plus d'atomes de carbone. Ce sera la chaîne la plus longue qui contient la fonction prioritaire, obligatoirement. Ok, merci. Monsieur. Très bien, donc on continue. Oui, s'il y a une question, je vous écoute. Monsieur, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on supprime le E de N? Alors ça, c'est juste sur l'écriture en langue française. Bon, donc ici, rapidement, donc, dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure, on avait la fonction acide, OIC, et on a la double liaison, N-OIC. Donc, quand on avait l'indice 1, on sait que le nom, il est lié. Donc, N-OIC, ici, vous avez deux voyelles. On supprime la première et on va écrire N-OIC. Donc, c'est juste pour faciliter la prononciation du nom. N indique la présence de la double liaison. OIC indique le suffixe de la fonction prioritaire. En les écrivant côte à côte, nous avons deux voyelles qui se suivent. On enlève la première. Voilà. Alors, au niveau de votre programme, ne vous embêtez pas avec cette partie-là. Je ne tiendrai pas compte du fait que vous gardez ou vous éliminez le E. L'essentiel, c'est que vous
arriver à nommer les différentes parties de la molécule, c'est-à-dire la fonction prioritaire, la présence ou non de double ou de triple liaison, la chaîne principale, le nombre d'atomes de carbone, et ainsi de suite. Oui, question? Monsieur, lorsqu'on a un nombre entre n et week, par exemple, on a n de week. Oui. Est-ce qu'on a la possibilité de effacer E? Alors, normalement, quand on met le chiffre, donc on peut le garder. Donc, ça, vous aurez plus de détails sur tout ça au niveau des travaux dirigés. Donc là, essayez de reprendre l'essentiel de ce que nous avons vu. Et aux travaux dirigés, on essaiera de détailler beaucoup plus ces différentes parties. Donc, on va entamer le troisième chapitre. Donc, si dans le premier chapitre, on s'est intéressé aux orbitales atomiques et aux liaisons, donc ce qui nous a permis de comprendre la géométrie autour de l'atome de carbone, qui peut être une géométrie tétraédrique, une géométrie triangulaire ou une géométrie linéaire. Le deuxième chapitre, donc, on s'est intéressé pour la molécule organique, comment on peut lui donner un nom, et éventuellement, à partir du nom, comment on peut retrouver la molécule. Eh bien, dans ce chapitre, on va s'intéresser un petit peu à la géométrie de la molécule organique et les différentes ce qu'on peut éventuellement avoir comme relation entre des molécules organiques. Alors, une molécule organique, on la connaît par sa formule brute. La formule brute, ici par exemple C3H6O, elle nous donne comme information que la molécule est constituée de carbone, d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène. Donc, la nature des atomes, carbone, hydrogène, oxygène, et le nombre d'atomes dans chaque molécule. On a 3 carbones, 6 hydrogènes et un oxygène. Donc ça, c'est toute l'information qu'on peut avoir à partir de la formule brute. Ça ne donne aucune information sur la structure de la molécule. Donc ça, on peut l'avoir par des formules développées ou des formules semi-développées ou éventuellement en écriture simplifiée. Eh bien, c'est ce que nous avons représenté ici par ces molécules. Et on voit bien qu'à partir de la même formule brute, on peut construire différentes molécules. Donc ici, on a un cycle avec une fonction alcool. On peut avoir ici une fonction aldéhyde. On peut avoir une double liaison. Mais toutes les molécules possèdent la même formule brute. Donc, on va appeler ou on va nommer isomères des molécules de même formule brute, mais qui ont des propriétés physiques et chimiques différentes, c'est-à-dire les molécules sont différentes. Donc ici, nous avons des molécules différentes qui ont la même formule brute. Ces molécules, on les appelle des isomères. Donc, on va essayer de voir dans ce chapitre quelques relations que nous avons entre les isomères, qu'on va appeler des relations d'isomérie. Alors, la différence entre deux isomères, on peut la voir dans l'ordre dans lequel les atomes sont liés les uns aux autres.
c'est ce qu'on va appeler l'isomérie plane. Vous avez ici deux molécules qui ont la même formule brute. Et quand on regarde la succession des atomes au niveau de cette molécule, ici vous avez le chlore lié au carbone, à l'oxygène, alors que dans cette molécule, le chlore est lié à ce carbone. Alors qu'ici, c'est l'hydrogène qui est lié à ce carbone. La différence entre ces deux molécules, c'est la façon comment les atomes sont liés les uns aux autres. Ici, le chlore, il est lié au premier carbone. Ici, c'est le carbone numéro 2, puisque c'est ici le carbone numéro 1. Alors que dans cette molécule, le chlore est lié au carbone numéro 1. Donc, la différence, c'est au niveau des liaisons ou des successions des atomes au niveau de la molécule. Donc, ça, c'est l'isomérie plane. Pour des molécules, on peut avoir le même enchaînement d'atomes. Mais ce qui peut changer, c'est les positions dans l'espace. Donc, si on prend cet exemple, entre ces deux molécules, on a la même formule brute. La fonction OH, vous avez le chlore. Et on a les mêmes liaisons. Ici, le chlore est lié à ce carbone. Ici aussi, le chlore est lié au même carbone. Mais par contre, dans la première molécule, le chlore est dirigé vers l'avant, alors que dans la deuxième, le chlore est dirigé vers l'arrière. Donc, entre les deux molécules, c'est la position dans l'espace du chlore qui change. C'est ce qu'on appellera la stéréoisomérie ou isomérie stérique. La différence entre les deux molécules se trouve au niveau des positions dans l'espace. On a le même enchaînement d'atomes, mais ce sont les positions dans l'espace qui changent. Donc, on va essayer dans ce chapitre de voir ces différentes relations d'isomérie qu'on peut avoir entre les différentes molécules organiques. Et je rappelle que des isomères sont des molécules qui ont la même formule brute. Si on n'a pas la même formule brute, on ne peut pas parler de relation d'isomérie. L'isomérie plane. Il y a d'abord ce qu'on appelle des isomères de fonction. Dans les molécules organiques, donc on a vu qu'il y a la possibilité d'avoir des fonctions. Les fonctions ou les groupements fonctionnels sont des parties de la molécule qui contiennent des hétéroatomes. OH, c'est la fonction alcool. CO2H, c'est la fonction acide. Alors, des isomères de fonction vont être des molécules de même formule brute, mais ayant des fonctions différentes. Donc, si on prend la formule brute C5H10O, donc on peut avoir, avec la même formule brute, donc 5 atomes de carbone. Vous avez vos 5 atomes de carbone. Ici aussi les 5 atomes de carbone. Vous avez l'oxygène. L'oxygène, il est là. Et l'oxygène, il est là. Et vous avez vos 10 hydrogènes. Alors ici, vous avez la fonction CO. C'est double liaison O. C'est la fonction cétone.
Et ici, vous avez CHO. CHO. C'est la fonction aldéhyde. Donc, nous avons deux molécules de même formule brute, mais de fonctions différentes. Donc, ici, on va parler d'isomère de fonction. Donc, le nom de la relation d'isomérie, il est directement lié à la différence que nous avons entre les deux molécules. Isomère de fonction, deux molécules de même formule brute, mais ayant des fonctions différentes. On peut aussi avoir des isomères de squelettes carbonés ou de chaînes carbonées. Une molécule organique est surtout constituée d'atomes de carbone et on a une chaîne, une succession d'atomes de carbone, donc généralement qu'on considère au niveau de la chaîne principale que nous avons vue dans la nomenclature. Eh bien, on peut avoir deux molécules de même formule brute qui ont la même fonction, parce que sinon, ça serait des isomères de fonction, mais c'est la chaîne carbonée qui change. On parle alors de isomères de chaîne carbonée ou de squelette carboné. Donc, si on prend un hydrocarbure, c'est 5H12, on peut avoir une chaîne linéaire de 5 atomes de carbone, les 5 atomes de carbone. On peut avoir une chaîne linéaire de 4 atomes de carbone ou une chaîne linéaire de 3 atomes de carbone. Donc, pour ces molécules, on a la même formule brute, mais c'est le squelette ou la chaîne carbonée qui change. Donc, on parle d'isomère de chaîne carbonée. Alors, comme vous voyez ici à titre indicatif, des molécules de même formule brute, mais c'est la chaîne qui change, on voit que sur la propriété physique, qui est la température d'ébullition, on a une différence sur la température d'ébullition. Donc, le fait d'avoir des chaînes différentes, ça a une influence sur les propriétés des molécules. Le deuxième exemple, donc ici vous avez 4 atomes de carbone, nous avons un chlore, on a ici une chaîne carbonée de 4 atomes de carbone avec le chlore ici. Dans la deuxième molécule, nous avons une chaîne de 3 atomes de carbone. J'ai ici un carbone, un deuxième et un troisième. Donc toujours avec le chlore. La différence entre ces deux molécules, c'est au niveau de la chaîne carbonée. Ici, 4 carbones. Ici, on a 3 carbones. Donc, il s'agit bien d'isomères de chaîne carbonée. Isomère de position. Donc, comme son nom l'indique, c'est la position qui change entre ces deux isomères. Donc, on a vu au niveau de la nomenclature qu'on numérote la chaîne carbonée de façon à indiquer la position de chaque substituant. Donc, ici, on peut avoir deux molécules de même formule brute qui ont la même fonction, qui ont la même chaîne carbonée, mais ce sont des positions sur cette chaîne carbonée qui changent. Donc, ici, on va parler d'isomère de position. Alors, sur cet exemple, vous avez une chaîne de 3 atomes de carbone. Ici aussi, on a une chaîne de 3 atomes de carbone.
On a le même substituant, ici le chlore et ici le chlore, donc la même fonction. Ici, le chlore se trouve sur le carbone numéro 2, alors qu'ici, le chlore se trouve sur le carbone numéro 3. C'est donc la position qui change. On parle d'isomère de position. Alors, si on regarde ce deuxième exemple, vous avez le noyau aromatique, le benzène, donc sur lequel nous avons une fonction OH et une fonction aldéhyde. Entre les deux molécules, c'est la position qui change. Ici, entre les deux, donc on est entre position 1 et 2. Dans le noyau aromatique, c'est la position ortho. Et ici, vous avez la fonction OH et l'aldéhyde qui sont dans les positions 1 et 4. On parle de la position para. Donc ici, c'est juste les positions qui changent. On a la même fonction, le même squelette carboné. Ce sont des isomères de position. Mais ici, on a une grande différence de propriété des deux molécules. Le premier est un liquide visqueux, alors que le deuxième est un solide. Température d'ébullition de 196 degrés, alors qu'ici, on a 350 degrés. Est-ce que vous avez une explication pour cette différence de propriété entre ces deux molécules? Différence de propriété, donc qui vient bien sûr de la position, donc de la géométrie. Oui? Oui? Sur la première molécule, donc si vous regardez sur la structure, vous avez O et H. L'oxygène plus électronégatif, il va attirer les électrons et fait apparaître une charge plus sur l'hydrogène. Et à côté, vous avez un CO, l'oxygène ayant des doublés libres. C'est une zone chargée négativement. On aura une liaison hydrogène au niveau de la molécule. Alors ici, la liaison est intramoléculaire dans la même molécule. Par contre, pour le deuxième, on a toujours O et H, on a toujours la différence d'électronégativité et donc la charge positive sur l'hydrogène. On a l'oxygène qui a son doublet libre. Mais par contre, l'hydrogène et l'oxygène sont très éloignés. On ne peut pas avoir une liaison hydrogène à l'intérieur de la molécule, intramoléculaire. Mais par contre, on peut avoir sur une autre molécule
l'oxygène qui a les deux doublés libres, donc une charge ou une concentration de charge négative. Donc on peut avoir une liaison hydrogène, mais cette fois entre deux molécules. Ici aussi, on peut avoir une autre liaison hydrogène. Donc, on a une liaison entre les molécules. Donc, ce qui veut dire que pour ce composé, les molécules sont liées les unes aux autres, ce qui nous donne un état solide. Par contre, pour la première molécule, la liaison hydrogène, c'est au niveau intramoléculaire. Donc, il y a moins de cohésion entre les molécules et on obtient un liquide. Donc, ici, juste pour vous rappeler que la présence de la liaison hydrogène peut avoir une influence sur les propriétés des molécules. Alors, un cas particulier qui est la tautomérie. Donc, on est toujours dans les relations d'isomérie. Alors, en principe, il n'y a pas de réaction directe qui nous permet de passer d'un isomère à un autre. Mais on peut le trouver dans le cas de la tautomérie. Il s'agit de la migration d'un atome. La plupart du temps, c'est l'hydrogène, et on va se limiter à l'hydrogène, entre deux positions dans une même molécule. C'est la tautomérie. Et entre les deux molécules existe une relation de tautomérie. Donc, on parlera de tautomère. Donc, ici, on regarde d'abord l'exemple de la tautomérie cétone énol. Alors, cétone, ça correspond à la fonction cétone, CO. Et énol, ça correspond à la fonction alcool, OH. Donc, si vous regardez les deux molécules ici, ils sont liés par une réaction équilibrée, ça veut dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. Les deux molécules ont la même formule brute. Donc, vous avez 3 atomes de carbone, l'oxygène, et vous avez les 6 hydrogènes sur les deux molécules. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé au cours de la réaction, on voit ici que l'hydrogène, qui était lié à ce carbone, cet hydrogène, on va le retrouver lié à l'oxygène. Donc, c'est comme si on a une migration de l'hydrogène de cette position vers cette position. Alors, cette migration, elle s'accompagne d'un réarrangement électronique. Ici, vous aviez la double liaison entre le carbone et l'oxygène. Maintenant, la double liaison se trouve entre le carbone et le carbone. Donc ici, les deux molécules ont la même formule brute. La différence entre les deux, c'est la fonction. Ici, la fonction alcool. Et ici, nous avons la fonction cétone. C'est la fonction qui change entre les deux. Mais on ne va pas les appeler isomères de fonction parce qu'il y a un équilibre entre ces deux isomères. Et au cours de cet équilibre, nous avons la migration d'un hydrogène entre deux positions de la molécule. La migration de l'hydrogène qui était lié au carbone
et qui passe ici lié à l'oxygène. Donc ici, nous avons 2 tautomères. Alors cet exemple, vous pouvez le retrouver aussi dans la fonction amine. La fonction amine et la fonction enamine. Ici aussi, vous avez 2 molécules qui ont la même formule brute. Il y a un équilibre entre les deux. Et au cours de cet équilibre, vous avez un hydrogène qui migre entre 2 positions de la molécule. Ici, l'hydrogène était lié à l'azote. Ici, l'hydrogène est lié au carbone. Nous avons une migration de l'hydrogène entre 2 positions de la molécule, suivant une réaction équilibrée entre les deux. Donc, il s'agit de 2 tautomères. Donc, voilà pour cette partie qui concerne l'isomérie plane. On va dire que l'isomérie plane, elle concerne des molécules de même formule brute, mais la différence entre ces molécules se trouve au niveau de l'enchaînement des atomes, comment les atomes sont liés les uns aux autres. Donc, ceci est directement lié à la géométrie de la molécule. On peut avoir des isomères de fonction, donc pour lesquels c'est la fonction qui change. On peut avoir des isomères de chaînes carbonées. Ici, c'est la chaîne carbonée qui change. On peut avoir des isomères de position. On a la même chaîne carbonée, mais c'est la position sur la chaîne qui change. Et on peut éventuellement avoir des tautomères dans lesquels un hydrogène va migrer entre 2 positions de la molécule. Donc, isomère de fonction, isomère de chaîne carbonée, isomère de position et tautomère. Alors, quand on parle d'isomère de position, la position, ça ne concerne pas seulement les fonctions, mais ça peut concerner aussi les radicaux si on l'a dans les molécules. Donc, on peut avoir une molécule d'une chaîne carbonée de 5 atomes de carbone avec un méthyle sur le carbone numéro 2, mais on peut aussi avoir son isomère et cette fois le méthyle se trouve sur le carbone numéro 3. Donc, entre ces 2 molécules, nous avons une chaîne de 5 atomes de carbone, 5 atomes de carbone ici, 5 atomes de carbone, mais c'est la position ici sur le carbone numéro 3 et ici sur le carbone numéro 2. On a donc ici 2 isomères de position. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la partie suivante? Question, monsieur. Oui. Question, j'ai pas compris dans les choses de liaison intramoléculaire sur les exemples précédents. Oui. Non, j'ai pas compris les liaisons intramoléculaires.
Alors ici, ce qu'on a vu, ça concerne la liaison hydrogène. Donc la liaison hydrogène, nous l'avons vu dans le premier chapitre. Et on avait dit que au niveau de la liaison hydrogène, deux secondes. La liaison hydrogène, donc quand vous avez un hydrogène qui est lié à un hétéroatome plus électronégatif, l'hétéroatome va attirer les électrons, donc il y a apparition de charge moins et apparition de charge plus sur l'hydrogène. Eh bien, s'il se trouve cet hydrogène à côté d'un atome, un oxygène par exemple, qui a 2 doublés libres, ou un azote qui a un doublet libre, le doublet libre, comme vous le savez, est constitué de 2 électrons. C'est une zone riche en électrons, c'est une zone qui est chargée négativement. Eh bien, le fait d'avoir ces 2 zones ici chargées négativement et positivement, on a une attraction électrostatique entre les deux. C'est ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Alors, cette liaison hydrogène existe dans certaines molécules organiques et elle peut avoir une influence sur les propriétés. C'est le cas de l'exemple que nous avons vu tout à l'heure. Donc ici, la formation de cette liaison hydrogène dans le noyau aromatique. Donc on avait un hydrogène qui est lié à un hétéroatome, l'oxygène, plus électronégatif, qui attire les électrons. Donc il fait apparaître une charge plus sur l'hydrogène et une charge moins sur l'oxygène. En même temps, on a la fonction ici, cétone, dans laquelle vous avez un oxygène qui a le doublet libre. Eh bien, le doublet libre, c'est une zone riche en électrons. On se trouve dans la même situation. Il y a une attraction électrostatique entre une zone riche en électrons et une zone pauvre en électrons. Une zone chargée positivement et une zone chargée négativement, attraction électrostatique, et on forme une liaison entre les deux qu'on va appeler liaison hydrogène. Cette liaison se fait au sein de la même molécule, donc on l'appelle intramoléculaire. Voilà. Alors cette liaison a des influences sur les propriétés des molécules. Donc vous aurez l'occasion de voir un exemple sur la liaison hydrogène en travaux dirigés. Donc ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur ce type de liaison. Alors l'analyse conformationnelle. Donc, on va le commencer, on le terminera la semaine prochaine, Inch'Allah. La symétrie de la liaison sigma. La liaison sigma, donc rappelez-vous, elle est obtenue par recouvrement axial d'orbital atomique. C'est une liaison symétrique. Et elle va permettre d'avoir une rotation autour de cette liaison. On va donc appeler conformation d'une molécule. C'est une structure de la molécule en nombre infini, mais une structure que peut prendre la molécule par rotation autour de la liaison sigma. La liaison sigma, donc là je
je vous rappelle, entre deux atomes de carbone, on a une orbitale sp3 par recouvrement axial avec une autre orbitale sp3 de l'atome de carbone. On forme une liaison sigma entre les deux atomes de carbone. Alors la liaison sigma, donc normalement on a un recouvrement des orbitales atomiques le long de l'axe de la liaison. Alors ce recouvrement symétrique va permettre une libre rotation autour de cette liaison. On peut tourner autour de cette liaison. Donc ça veut dire si j'ai la liaison ici entre les deux atomes de carbone, j'ai une liaison ici vers un hydrogène. Si je tourne autour de cette liaison, eh bien l'hydrogène, il va tourner aussi et je vais le retrouver, par exemple, ici en bas. Si on fait une rotation de 180 degrés. Alors, dans cette molécule, l'hydrogène avait cette position, mais par rotation autour de la liaison sigma, il va prendre cette position. Ce n'est pas une réaction chimique. On n'a pas cassé et formé de liaison, mais c'est tout simplement une rotation autour d'une liaison qui est symétrique. L'hydrogène, qui était placé en haut, par rotation, va prendre la position en bas. Donc ce changement spatial qu'on peut avoir au niveau de la molécule et qui est obtenu par rotation autour de la liaison sigma, ça nous permet d'avoir une conformation. Ici, c'est une conformation de la molécule et ici, c'est une deuxième conformation de la molécule. La différence entre les deux, c'est juste la rotation autour de la liaison sigma. Donc, on va appeler conformère des isomères différents par une ou plusieurs rotations autour de la liaison covalente sigma. On va essayer de voir les composés linéaires. Donc, si on prend CH3, l'éthane. Alors, l'éthane est constitué de deux atomes de carbone hybridés sp3. Hybridés sp3, j'ai donc 4 liaisons dirigées vers les sommets d'un triangle, d'un tétraèdre, pardon. Donc ici, vous avez les liaisons qui sont dirigées vers les sommets d'un tétraèdre. La même chose pour l'autre carbone. Donc ici aussi, nous avons un carbone sp3. Alors ici, vous avez les deux hydrogènes qui sont dans le même plan, l'un derrière l'autre.
Mais on peut faire une rotation autour de la liaison sigma. Et on aura, donc si on garde le premier carbone dans sa position, et si on fait une rotation de 180 degrés, eh bien cet hydrogène, en faisant la rotation autour de cette liaison, cet hydrogène sera ici, 180 degrés. Et en même temps, cet hydrogène qui était vers l'avant, ici en bas, il sera vers l'avant, mais en haut. Et l'hydrogène qui était vers l'arrière, on aura aussi un hydrogène vers l'arrière. Alors, entre ces deux structures, c'est juste la rotation autour de la liaison sigma. Et on voit que dans la première, les deux hydrogènes sont dans le même plan, alors que maintenant, j'ai cet hydrogène qui n'est pas dans le même plan que cet hydrogène qui est vers l'avant. Donc ça, ce qu'on obtient par une rotation, c'est ce qu'on appelle des conformations. Alors sur les conformations, on peut avoir une conformation éclipsée, dans laquelle les liaisons sont les unes derrière les autres, ou une conformation décalée, donc c'est quand il y a un angle entre les différentes liaisons. Alors, c'est ce qu'on peut voir ici au niveau de la projection. Donc, toujours l'éthane. Vous avez le carbone qui est hybridé sp3. Une liaison sigma entre les deux atomes de carbone. L'hydrogène et l'hydrogène sur les deux atomes de carbone sont dans le même plan. Mais si vous faites une rotation autour de cette liaison, je garde ces liaisons telles qu'elles sont, n'ont pas changé. Par contre, ici, cet hydrogène, en faisant une rotation de 60 degrés, il va prendre la position ici au milieu. La même chose pour cet hydrogène. Donc, quand on fait la rotation, il y a le tout qui tourne en même temps. Donc, un hydrogène, donc si je fais la rotation, il va aller vers l'arrière. En même temps, l'autre hydrogène qui suit la même rotation, il sera vers l'avant. Et l'hydrogène qui était vers l'arrière, il va prendre la position dans le plan. Et donc là, quand on regarde les hydrogènes les uns par rapport aux autres, donc dans cet exemple qu'on va appeler éclipsé, on voit que l'hydrogène, les deux hydrogènes se trouvent l'un derrière l'autre. L'un éclipse l'autre. La même chose, ces deux hydrogènes sont l'un derrière l'autre. Et la même chose pour les deux autres hydrogènes. Alors que dans la deuxième molécule, donc on va appeler décalé, on voit que cet hydrogène se trouve entre les deux hydrogènes. Donc ici, les deux hydrogènes, on a un vers l'avant et un vers l'arrière. Ils ne sont pas dans le même plan, ils ne sont pas dans le plan. Et cet hydrogène, en regardant, il se trouve entre les deux. Alors, c'est ce qu'on voit ici dans la projection de Newman. Est-ce que vous connaissez la projection de Newman? Je vous écoute. La projection de Newman? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur.
D'accord. Donc, je vous donne l'exemple de cette liaison, de cette projection, pardon, de Newman. Donc ici, vous avez votre molécule H, H et H. La structure tétraédrique. Eh bien ici, on va, pour faire une projection, donc une projection, ça vous le savez, c'est une projection de la molécule qui a une géométrie spatiale, mais qu'on va projeter dans le plan. Alors dans cette projection, on va regarder la molécule dans l'axe de la liaison carbone-carbone. Dans l'axe de la liaison carbone-carbone. Et on va placer un plan ici au milieu de la liaison. Donc ce plan qui est au milieu de la liaison, on va le représenter par un cercle. Et on va dire que ce plan, quand je regarde de ce côté, je vois un carbone ici en avant par rapport au plan et un carbone qui est en arrière par rapport au plan. C'est-à-dire en avant par rapport au cercle et en arrière par rapport au cercle. Alors en avant, ici, qu'est-ce que je vois? L'atome de carbone, je vais le représenter ici par un point. J'ai une liaison vers un hydrogène ici en haut. Une liaison vers un hydrogène, mais ici elle est en avant du plan. Toujours en regardant de ce côté, je vois un hydrogène qui est dirigé vers l'avant, donc il est à droite et vers le bas, ici. Et en même temps, donc toujours en regardant de ce côté-là, j'ai l'hydrogène qui est vers l'arrière, donc il est à gauche et vers le bas. Il est à gauche et vers le bas. Il est ici. Donc là, dans la projection, on a fait le carbone en avant. Alors maintenant, il y a le carbone en arrière, celui-là. Alors ce carbone, il est caché par l'écran, il est caché par le cercle. Je ne le vois pas, il est derrière ce carbone. Il est en arrière, il est caché par le cercle. Mais si je regarde toujours de la même position, qu'est-ce que je vois sur ce carbone? Je vois un hydrogène qui est dirigé vers le bas, mais qui est caché par le cercle. Caché par le cercle, donc je vois un hydrogène vers le bas, et dont apparaît que la partie qui n'est pas cachée par le cercle. La suite de la liaison qui va vers le carbone, elle est cachée par le cercle. Donc, il est en arrière. Pour ce carbone qui est dirigé vers l'avant et en haut, je le vois toujours de la même position, mais cette fois, je le vois en arrière du cercle, ici.
Et il me reste cet hydrogène qui est dirigé vers l'arrière et en haut. Je le vois toujours dans le même sens, du même côté. Eh bien, je vais le voir caché par le cercle, derrière le cercle, et il est là. En principe, ici, quand j'ai le cercle, j'ai cette liaison. Donc, en principe, elle est juste cachée par le cercle, mais en principe, derrière le cercle, cette liaison continue. Continue ici en bas. Pardon. Donc, la liaison, elle est juste cachée, mais elle continue. Donc, la même chose pour le carbone en arrière. J'ai l'autre liaison derrière le cercle et la partie qui apparaît. La troisième liaison, j'ai une partie qui est cachée par le cercle et il y a juste une partie qui apparaît. Donc ici, c'est la projection de Newman et on voit qu'il y a un angle ici entre les deux liaisons. Alors, je reviens au tableau précédent pour voir les deux projections. Donc ici, vous avez la projection de Newman. Dont la forme est décalée. On a un angle entre les deux. Et si vous faites la même chose pour cette structure, où les liaisons sont l'une derrière l'autre, vous allez trouver une conformation éclipsée. Ici, vous avez les liaisons l'une derrière l'autre. Les liaisons sont éclipsées, l'une par rapport à l'autre. Donc ça, c'est la projection de Newman, d'une part, et qui nous permet de voir la rotation autour de la liaison, qu'on passe d'une forme éclipsée à une forme décalée. Donc ici, on a des conformations de la molécule. Ici, c'est l'éthane. C'est toujours l'éthane, mais dans deux conformations différentes. Conformation de l'éthane. Voilà, on termine avec ça aujourd'hui. Donc, je vous laisse le temps de revoir un petit peu cette partie. Conformation, projection de Newman. On la reprendra la semaine prochaine pour faire l'analyse conformationnelle des différentes molécules. Bien, c'est bon pour aujourd'hui. S'il y a des questions, Non, monsieur. très bien. Bien, s'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie pour votre présence. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir, monsieur. Allez, au Au revoir. revoir. Au revoir et bonne journée.